La qualité de vie est un paramètre vraiment complexe et intime pour le patient et son altération va dépendre évidemment de la vie de chacun. Par exemple, quelqu'un qui est très actif, qui travaille, la qualité de vie pour lui va être représentée par la possibilité de continuer son travail, de continuer sa vie de tous les jours, de famille, ses activités sportives, de la même façon qu'avant la maladie. Pour une personne plus âgée, cette qualité de vie va être représentée par un quotidien fait d'activités de jardinage, par exemple, de bricolage. Et donc, chacun va exprimer différemment une impossibilité de mener sa vie comme il le faisait avant la maladie. Bon, maintenant, je fais quasiment plus rien. Alors, on a décidé de monter une petite association, les Tamalous et Bobola, hein. Ce sont ceux qui faisaient de la randonnée, qui faisaient les 15 km tous les mardis après-midi. Et donc là, on a dit, on va faire des petites balades. Alors, on fait la balade à plat et puis en voiture, s'il y a une côte. Moi, je descends très bien, mais alors, le problème, c'est qu'après, il faut remonter. Je vais à la pêche. La semaine dernière, j'ai été 3 fois à la pêche. Pour moi, c'est des moments formidables. Alors d'un point de vue très pratique, c'est en interrogeant le patient sur ses activités quotidiennes, sur son envie de réaliser ses activités et sur ses possibilités, et également sur sa fatigue qui va être un paramètre important pour mesurer cette qualité de vie, qu'on va avoir une impression, je dirais, qualitative. Il va falloir déterminer avec eux quel est leur idéal, qui va être variable en fonction de chacun d'entre eux, et essayer de voir quels sont les facteurs limitants actuels qu'ils voient dans leur problématique, et à ce moment-là, les aider. Par exemple, certains vont être trop fatigués pour pouvoir s'alimenter correctement, par exemple, et leur donner des astuces pour essayer de mieux préparer leur alimentation. Des fois, j'arrive, j'ai pas faim du tout, j'ai pas faim du tout. Et puis tout d'un coup, ça part. J'aime beaucoup les œufs. J'aime beaucoup les œufs et ça, ils passent très bien. Oui, ils mangent très peu et quand on mange très peu, on est très vite fatigué, ils perdent des forces. Donc dès qu'on remarque qu'un patient mange très peu ou perd beaucoup de poids, du coup c'est la diététicienne qui met en place des choses. Ou alors on va leur dire mangez vraiment que ce qui vous fait envie. Si c'est que des desserts, mangez que les desserts. Et voilà, mais après on les force pas. Ou de manger vraiment en fractionné, petit peu par petit peu, plusieurs fois dans la journée, plutôt qu'un gros repas. Il n'y a pas de régime particulier à avoir pour le syndrome myélodysplasique. Il n'est pas en particulier utile d'avoir des prises alimentaires excessives de fer, par exemple, parce qu'on a une anémie. Très souvent, la plupart des personnes pensent que quand on a une anémie, manger du fer est très important. Or, dans cette maladie, très souvent, le fer n'est pas déficient, mais il est mal utilisé. Souvent, s'aider d'une diététicienne, c'est pas tant un certain nombre de conseils précis, mais c'est aussi une évaluation de la quantité que mange le patient. C'est pas facile d'expliquer à quelqu'un qui est en bonne santé ce que l'on peut ressentir aussi. À l'hôpital, on travaille en hématologie, donc on est en capacité de comprendre ces maladies-là. Que les gens refusent, c'est plus par peur de s'effondrer. Si je vais voir un psy, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je suis fragile. Ça pourrait aussi me fragiliser encore plus, et ça je ne veux pas. D'où l'importance qu'on vienne se présenter à eux, ou en tout cas qu'on leur parle d'eux, et qu'on puisse expliquer à quoi on sert. On est plus là pour leur offrir une écoute extérieure, neutre, pas jugeante pour le coup, pour qu'ils puissent libérer un peu leurs émotions. Et nous, on n'est pas obligé de nous protéger en fait. Sa famille, ils ont tendance à les protéger. Le psy, on n'est pas obligé de le protéger. Donc on peut servir un peu de déversoir pour toutes leurs angoisses. On est par contre aussi bien disponible pour le patient que pour sa famille.
Ça, on le précise dès le début. Il y a des gens qui disent « mais moi, j'ai pas besoin, mais ma femme, par contre, ce serait bien qu'elle vous rencontre ». Toujours plus facile. Et parfois, des patients ont besoin de protéger leur famille et du coup, ça les rassure aussi de savoir que leur proche est suivi par une psychologue, même si eux, pour l'instant, n'en ont pas besoin. Le patient, lui, il est au cœur de la prise en soin, donc quelque part, c'est pas toujours eux les plus inquiets. Et eux, ils sont contenus par les rythmes fréquents de prise de sang, de rendez-vous avec le médecin. Et pour le coup, la famille, elle n'est pas toujours incluse si le patient ne souhaite pas l'inclure. Donc ils peuvent souffrir effectivement de cette mise à l'écart et surtout de ce sentiment d'impuissance. Ce que j'ai demandé à mon époux, c'est qu'il essaie de comprendre le mal-être que des fois je pouvais ressentir et qu'il y avait peut-être dans les périodes où j'étais moins bien, j'avais l'impression que plus personne ne me comprenait autour de moi. Ah là, c'était vraiment pas bon, hein. Donc si le patient déjà a lui-même du mal à expliquer cette maladie qu'il ne sent pas toujours, du coup c'est d'autant plus difficile avec le proche qui va pouvoir peut-être être exigeant ou qui va reprocher que son conjoint soit toujours fatigué. Le proche a besoin de comprendre, comme le patient, sa maladie. Les patients qui sont épuisés s'épanchent auprès de ceux qui sont là. Donc ils s'épanchent en colère, ils s'épanchent en tristesse. On s'en prend toujours à celui qui est là. Donc c'est le conjoint qui prend. Et pour le coup, la place du psychologue, c'est aussi de prendre pour décharger, pour qu'ils évitent de se décharger sur leurs proches. Donc la maladie prend beaucoup de place dans leur vie et je peux comprendre que le conjoint se sente mis à l'écart, c'est certain, parfois isolé. Et du coup, ils n'ont plus trop de place. J'essaie d'être à mon niveau, hein, un peu l'expert, et de façon à pouvoir leur permettre, à maman et à papa, de décrypter tous les symptômes et tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place. Mais cette fatigue que nous, on voit, mais qu'on ne vit pas au quotidien, entraîne forcément, malgré tout, des baisses de morale. Et c'est vrai qu'il est important, dans ces cas-là, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Je suis un peu partagée parce que je suis la fille. Et il y a des fois des choses que je pointe et c'est très compliqué pour moi parce que l'affectif est là et ça me fait mal de voir qu'elle va pas bien et que je suis démunie à part être présente et puis lui dire on est là, tiens le coup, on t'aime. Je veux qu'il soit présent quand on va voir le médecin. Parce que je trouve que c'est bien d'être à deux pour aussi entendre le diagnostic. Parce que celle qui est malade, elle entend tout, mais on retient des fois des choses, peut-être des choses qui nous arrangent. Voilà. Et ça me rassure quelque part. C'est des maladies qui sont très anxiogènes parce que justement, les gens doivent apprendre à vivre avec. Mais effectivement, ça peut être des étapes où on n'a pas besoin de voir les gens très longtemps. C'est pas des psychothérapies où on voit les gens pendant des années. Non, on peut les voir ponctuellement. Sur plusieurs années, c'est évident, mais pendant 2-3 séances, ça peut parfois suffire à rebooster en tout cas. Alors, le réseau Hématolyme, en apportant une prise en charge, par exemple, de proximité. Les médecins hospitaliers étaient très demandeurs de ce mode de prise en charge, car ça leur permet de garder leurs patients et de les suivre dans les hôpitaux, alors que s'il n'y avait pas, par exemple, des consultations avancées, ils sont obligés d'envoyer leurs patients vers le CHU, qui se trouve parfois à 50, 60, voire 100 km. Depuis de nombreuses années, déjà dans le service d'hématologie, il a été mis en place un numéro vert qui est animé par 2 infirmières et financé par le réseau. Et ce numéro vert permet justement de répondre aux patients. L'infirmière d'annonce m'a pris en charge avec un gros livret que j'ai toujours à la maison. Je peux appeler tout de suite. Mais quand j'appelle, si j'ai besoin d'appeler, j'appelle l'infirmière d'annonce. Voilà, donc j'ai ses coordonnées et il n'y a pas de problème, elles sont très très gentilles. Donc l'infirmière d'annonce, c'est le top. Ah oui, j'ai une très bonne opinion de ce réseau, parce que c'est grâce au réseau Hématolyme que je suis soignée au CHU.
toutes ces actions contribuent justement à améliorer l'observance et du coup à améliorer le pronostic des patients. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a une sous-observance, il y aura forcément un impact sur l'évolution de la maladie. Je pense que le modèle du réseau Hématolyme peut être étendu à d'autres régions, qu'elles soient rurales ou urbaines, dès lors que l'objectif justement est de lutter contre l'inégalité d'accès aux soins et de permettre aux patients d'avoir des soins optimaux. Aujourd'hui, en cancérologie, globalement, dans toute la France, l'accès à des traitements dits d'excellence est acquis. Donc on n'est pas trop inquiet sur l'inégalité des soins. Par contre, là où on va être assez inquiet, sur quelqu'un qui serait isolé socialement, sur quelqu'un qui aurait un mal de chien à finir les fins de mois, on va être extrêmement embêté pour se poser la question de comment faire pour assurer l'accompagnement pendant cette maladie. Et c'est toute une palette de compétences. Et je pense que pour soutenir les plus vulnérables, c'est pas une seule personne, c'est pas un médecin tout seul, c'est vraiment toute une équipe. Les associations de patients, sur tout ce qui est cette coordination des parcours de santé, ont, à mon sens, plusieurs rôles fondamentaux. Le premier rôle, c'est de pouvoir, j'ai presque envie de dire, inoculer leur savoir sur les professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on a à apprendre des personnes malades, on a à apprendre de ce qu'elles vivent, on a à apprendre de leurs trucs et de leurs astuces pour vivre avec une maladie chronique grave, et on a à apprendre aussi de leurs difficultés. Je ne veux pas me faire de soucis pour les choses auxquelles je ne peux rien. Par contre, je veux tout savoir sur ma maladie. On va trouver des choses, on va trouver de nouvelles choses. Il y a une forêt finalement de nouvelles molécules qu'on pourrait tester. Et je suis sûre qu'on va trouver des choses. Ce syndrome, quelle école de résilience. Et à chaque fois, moi je suis épatée. Elle est là, à côté de moi, mais maman me bluffe parce qu'elle a 84 ans et que malgré des coups de blues terribles et des coups de fatigue que je ne peux pas imaginer, elle essaie toujours de rebondir et d'y trouver quelque chose malgré tout de positif. Moi, cette maladie, en fait, ben, j'y pense même pas, je l'ai, hein, je vais vous dire sincèrement. Il y a des semaines, non. Je ne vais pas dire que je suis toujours en train de me dire « Ah oui, j'ai ça, voilà. » J'ai ma vie comme avant. Et dans ma vie, en fait, d'un côté, il y a la maladie, de l'autre côté, il y a moi, quoi. Voilà. Et quand je me regarde dans le miroir, ben, je me dis, il faut qu'on vive toutes les deux ensemble, quoi. Puis qu'on le vive bien. Bon, je crois que maintenant, moi, j'en ai pris mon parti quand même. Du fait que je me sens pas mal. Il faut s'armer de patience déjà, de laisser passer le temps, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain où ça va mieux. Donc il faut vraiment être patient hein, quand même. Et puis essayer de tenir peut-être avec plus de courage que j'en avais, parce qu'en fait j'étais pas courageuse, je voulais pas accepter. Pour moi c'était vraiment c'était le déni. Hein, vraiment ça me... Alors je dirais ça, oui, la patience et puis le courage pour se dire bon ben ça ira mieux dans quelques mois ou tout ça. Moi je me souviens une fois j'étais au volant, j'écoutais la radio et c'est un professeur qui a dit si on ne peut pas ajouter des années à la vie, on peut toujours ajouter de la vie aux années. Ça pouvait pas, à l'époque j'étais très bien portant, je travaillais, j'étais... Mais qu'est-ce que j'avais trouvé ça magnifique.